Ce n'est pas une leçon d'histoire de l'art. Ce n'est pas un guide. Ce sont des confidences. Des mots laissés sur un banc de musée par un homme un peu à côté qui regarde les tableaux comme on regarde des souvenirs. Bienvenue dans Confidences muséales, un podcast de Fabrice Roy. Des récits sensibles, un peu de travers, où chaque mot cherche la lumière. Avant que Jean-Sébastien ne commence, il faut vous dire une chose. Vous n'allez pas voir le tableau, parce que parfois, regarder avec les yeux, ça empêche d'écouter. Alors, laissez vos paupières tranquilles, et si vraiment vous voulez le voir, on vous le montrera à la fin. Mais ce ne sera peut-être plus tout à fait le même. Je me promenais ce matin au musée Carnavalet, ce vaste grenier de la mémoire parisienne. Les planchers craquaient comme si chaque pas réveillait un bout d'histoire. Un fiacre oublié, une révolution mal digérée, une promenade sur les grands boulevards. Et là, au détour d'une salle, je tombe nez à nez avec une toile de Jean Béraud, au café dit l'Absinthe, vers 1909, comme écrit sur le cartel. Je reste planté là, comme un pigeon devant la vitrine d'une boulangerie. La scène est simple, presque banale, un café parisien. Boiserie brune, banquette rouge, miroir fatigué. Une lumière chaude, couleur de tabac froid. Et surtout, deux personnages côte à côte, prisonniers d'un silence qui pèse plus que leur verre. Elle, une jeune femme vêtue avec une élégance un peu tapageuse, chapeau à plumes, col de dentelle, manteau de fourrure. Ses yeux baissés sur son verre disent déjà l'ennui ou peut-être la résignation. Lui, un homme à chapeau melon, le visage fermé, occupé à préparer son absinthe. La table est elle-même un petit théâtre. D'abord un grand plateau d'argent abandonné où ne reste qu'une petite assiette blanche et quelques mégots. C'est le vestige d'une consommation passée, comme si le repas était terminé depuis longtemps, mais que les personnages ne se décidaient pas à partir. L'assiette vide, c'est un peu leur conversation, creuse, refroidie, inutile. Posé devant la jeune femme, un petit verre de vin ambré, sans doute un Porto ou un Madère, presque intact. Elle ne le regarde pas. Le verre est là comme un prétexte, une présence transparente, comme si boire ou ne pas boire ne changeait rien à son ennui. En face, devant l'homme, une grande carafe d'eau, le verre au liquide verdâtre, la cuillère posée, le sucre qui patiente. Ce détail est essentiel. L'absinthe n'est pas encore prête. Nous sommes dans l'entre-deux, dans l'attente, exactement comme eux. L'absinthe. Ça n'est pas seulement une boisson, c'est tout un cérémonial. On pose un sucre sur une cuillère ajourée, on verse lentement l'eau glacée, et l'élixir vert devient trouble. La fameuse louche. Un rituel d'alchimiste où l'amer se fait laiteux comme si l'alcool et l'eau rejouaient le mariage raté de la chimie et de l'illusion. Dans le tableau, l'homme en est à ce moment précis, le sucre encore là, l'eau qui goûte. Jean Béraud, lui, connaissait Paris mieux que personne. Né à Saint-Pétersbourg en 1849, fils d'un sculpteur, il avait grandi dans les ateliers de Léon Bonnat. Toute sa carrière, il a été le peintre des trottoirs, des cafés, des fiacres, des bals, un témoin infatigable de la vie parisienne qu'il croquait parfois depuis un fiacre aménagé en atelier. Il n'était pas un révolutionnaire de la peinture, pas comme les impressionnistes qu'il côtoyait. C'était plutôt un chroniqueur délicat qui préférait la précision au tumulte. Ses toiles sont comme des photographies colorées mais qui sentent le parfum des dames et la fumée des messieurs. En 1909, peindre un café où l'on boit de l'absinthe, c'est tendre un miroir à une société en débat. L'absinthe, la fée verte, faisait scandale. Accusée de rendre dingue, de pousser au crime, elle allait être interdite quelques années plus tard, en 1915. Degas, dans son absinthe, avait montré deux personnages aussi assis à une table de café, mais Degas les peint comme des naufragés. La femme surtout y apparaît déjà perdue, abattue, les yeux vides, le corps affaissé. Elle ne boit pas encore son absinthe, mais on sent qu'elle est déjà sous son emprise. La toile entière est lourde, presque poisseuse, comme si l'air même sentait l'alcool et la lassitude. Degas ne laisse aucun espoir, il peint la déchéance nue, brutale, et beaucoup l'ont trouvée choquante. Béraud, lui,
choisit la banalité du quotidien. Pas la dégringolade spectaculaire, mais le silence pesant d'un couple sans mots. C'est moins dramatique, mais plus cruel peut-être. L'ennui est une lente noyade. Et puis, je me demande, qui sont ces deux-là ? Certains diront trivialement qu'il s'agit d'une prostituée et de son souteneur. Elle, trop apprêtée, le regard absent, lui, concentré sur son verre comme sur un alibi. C'est possible. Mais moi, je préfère y voir un couple qui n'a plus rien à se dire. L'usure d'années partagées, de phrases trop répétées, de silences qui se sont empilés comme des assiettes sales. Être deux, mais séparés par un verre d'absinthe, c'est parfois pire que la solitude. Et il y a cette bizarrerie, ce petit grain de sable dans la mécanique de l'image. Derrière eux, le miroir affiche le mot « bar », lisible, alors qu'il devrait être à l'envers. Et Béraud, qui se tenait nécessairement devant la scène pour la peindre, n'apparaît pas dans le reflet du miroir. Il s'est effacé, comme s'il avait voulu nous dire « ceci n'est pas un reflet, c'est un mensonge ». Ou bien « les miroirs ne renvoient pas toujours ce qu'ils devraient ». J'aime cette anomalie. Elle fait vaciller le réel. Elle installe un doute discret comme une mouche sur une toile cirée. Moi, j'aurais aimé qu'il s'y mette, Béraud, dans son miroir, qu'on l'aperçoive, chapeau à la main, en train de fixer la scène, un témoin muet au fond du tableau. Mais non, le peintre s'efface. Les personnages s'enlisent et nous, pauvres spectateurs, restons là à chercher un mot qu'ils ne diront jamais. Je pense à Emma, à nos cafés du dimanche. Elle commandait toujours un sirop grenadine. Elle aimait regarder le rouge se diluer dans l'eau claire. Moi, je choisissais une bière blonde par prudence. J'ai goûté une fois à l'absinthe. C'était comme embrasser une herboriste sur la bouche. Emma a ri, elle m'a dit « Toi, même les illusions, tu les digères mal. » Et je crois qu'elle avait raison. Alors, devant ce tableau, j'ai envie de poser un verre de chocolat chaud au milieu de la table, épais, presque pâteux, avec une cuillère plantée dedans comme un drapeau, et de dire à la jeune femme « Vous savez, la vie est trop courte pour attendre qu'un sucre fonde. » Mais c'est un tableau, l'histoire est figée, et moi, je reste là, sur le pas de sa porte. Carnet de cuisine, mardi, 17h15. Papa, moi aussi je trouve qu'ils font une drôle de tête. Je me demande si le monsieur n'attend pas que le sucre fonde pour avoir une excuse de ne rien dire. C'est pratique comme technique. Peut-être que je devrais essayer ça en cours de maths. J'apporte une carafe, un sucre, et je fais semblant d'attendre avec un peu de chance. La prof se taira aussi. Post-scriptum. J'aurais bien pris la plume du chapeau de la dame pour la mettre dans mes cheveux, juste pour voir si ça ferait sourire le monsieur au chapeau melon. Lucie. Confidence muséale, une série imaginée et racontée par Fabrice Roy. Musique composée par Gabriel Fauré. Pour suivre les prochaines confidences, abonnez-vous.